On imagine souvent que les grandes révolutions juridiques naissent dans de grandes assemblées, après des débats sans fin. Et pourtant, parfois, tout part d'un simple accident. Aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire qui, il y a 150 ans, a complètement changé les règles du jeu entre l'État et les citoyens. Oui, tout commence avec une histoire profondément humaine et tragique. On ne va pas parler que de droits complexes, mais surtout de la façon dont le malheur d'une petite fille a obligé un pays entier à se poser des questions fondamentales sur le pouvoir et la responsabilité de l'État. Alors, que s'est-il passé exactement? Les faits sont d'une simplicité terrible. On est à Bordeaux. Une petite fille, Agnès Blanco, est renversée par un wagonnet. Et là, il y a un détail qui va tout changer. Le wagonnet, il appartient à une manufacture de tabac qui est gérée par l'État. Du coup, son père fait ce que n'importe qui ferait, il attaque l'État pour être indemnisé. Logique, non? Eh bien, ce geste si simple va ouvrir une véritable boîte de Pandore juridique. Parce que la question, ce n'est plus seulement de savoir si la famille Blanco va recevoir de l'argent. Non, la vraie question c'est, mais qui au juste a le droit de juger l'État? Et voilà la question qui va paralyser tout le système. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, L'État est en pleine expansion, il devient entrepreneur, il fournit des services, mais quand il fait une erreur, quand il cause un dommage, personne ne sait vraiment comment le traiter. Est-ce que c'est une entreprise comme une autre, soumise aux mêmes lois que tout le monde, ou est-ce que c'est autre chose, une entité à part? En gros, deux visions s'affrontent. La première, c'est la simplicité même. L'État a fait une bêtise, il doit payer. On applique le code civil, les mêmes règles pour tout le monde, point final. Mais une autre idée commence à faire son chemin. L'État, ce n'est pas une boulangerie ou une usine privée. Il agit pour l'intérêt général, il gère ce qu'on commence à appeler des services publics. Et donc, on ne peut peut-être pas le juger avec les mêmes outils. Et ce dilemme, il va mettre un énorme grain de sable dans la machine judiciaire, à tel point que ce qui devait être un simple procès pour indemnisation se transforme en une véritable crise institutionnelle. C'est là que ça devient crucial. L'État, par la voix de son représentant, le préfet, dit tout simplement « stop ». Vous, le juge ordinaire, le juge de monsieur et madame tout le monde, vous n'avez pas le droit de me juger. Et paf, ça déclenche ce qu'on appelle un conflit de compétences. Résultat, l'affaire est gelée, bloquée. Plus personne ne bouge. Alors qui peut trancher? Et c'est là qu'entre en scène une institution assez unique en France, le tribunal des conflits. Imaginez un match de foot où les deux équipes revendiquent le ballon. Eh bien, le tribunal des conflits, c'est l'arbitre qui arrive, qui siffle et qui dit à qui est la balle. C'est lui qui va devoir décider qui a le droit de juger l'affaire Blanco. On arrive au moment clé, au tournant de l'histoire, le 8 février 1873. Ce jour-là, le tribunal des conflits ne va pas juste dire « c'est tel juge qui s'en occupe ». Non, il va rendre une décision qui est, sans aucune exagération, l'acte de naissance de tout un pan du droit français. Écoutez bien, parce que chaque mot est une petite bombe juridique. Le tribunal dit « non, le code civil, on oublie ». La responsabilité de l'État n'est pas ordinaire, elle est spéciale. Et pourquoi est-elle spéciale? À cause de cette notion toute nouvelle, le service public. Pour le tribunal, gérer une manufacture de tabac, c'est une mission de service public. Et qui dit mission spéciale, dit règle spéciale. C'est une révolution, pure et simple. Pour bien voir la différence, c'est simple. Il y a un avant et un après. Avant Blanco, c'était le flou total, un vrai brouillard juridique. Après Blanco, tout s'éclaire. On a maintenant deux mondes bien distincts. D'un côté, le droit privé pour les relations entre les gens, et de l'autre, un tout nouveau monde, le droit administratif, avec ses propres règles et son propre juge pour tout ce qui concerne l'État. Alors au final, qu'est-ce qui nous reste de cette décision aujourd'hui? Eh bien, son héritage est immense. Il repose sur trois grands piliers qui sont toujours les fondations de nos relations avec l'administration. Alors, ces trois piliers, quels sont-ils? Premièrement, l'autonomie du droit administratif. Il a ses propres règles, il vit sa vie. Deuxièmement, la compétence du juge administratif. Pour ces règles spéciales, il faut un juge spécialisé. Et troisièmement, le critère du service public. C'est la clé de voûte de tout le système. C'est cette idée de service public qui détermine si on applique les règles spéciales ou non. Voilà pourquoi, dans toutes les facs de droit en France, quand on parle de l'arrêt Blanco, on ne parle pas juste d'une décision importante. Non, on parle de l'acte de naissance. C'est le Big Bang qui a créé un tout nouvel univers juridique. Bon, on pourrait se dire que tout ça, c'est une vieille histoire un peu technique. Mais en fait, pas du tout. Les conséquences de cette décision, on les vit encore tous les jours. En fait, l'arrêt Blanco a créé un équilibre très subtil. D'un côté, il dit que oui, l'État a besoin de règles du jeu différentes pour pouvoir agir dans l'intérêt de tous. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui est fondamental, il dit que l'État n'est pas au-dessus des lois. Il doit rendre des comptes et il y a un juge spécialisé qui est là pour vérifier. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui est toujours brûlante d'actualité.
Ce système, où l'État est à la fois joueur et un peu arbitre de ses propres actions, est-ce qu'il protège vraiment mieux les citoyens? Ou est-ce que parfois il ne se protège pas un peu lui-même? Le débat, lui, est loin d'être terminé.